Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et perspectives méditerranéennes. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Déjà paru. Shadia CHAMBERSSAMADI, répression de manifestants algériens 2015. Mohamed Anouar MOGHIRA, l'Égypte en marche. Les atouts, les espoirs et les défis, 1952 à 2015, 2015. Mohamed Arakat, les paradoxes de la gouvernance de l'État dans les pays arabes, 2015. Mohamed GERMOUNI, le protectorat français au Maroc. Un nouveau regard, 2015. Guillaume DENGLOS, la revue Maghreb, 1932 à 1936. Une publication franco-marocaine engagée, 2015. Michel Cornaton, Nelly Forget et François Marquis, Guerre d'Algérie, ethnologue de l'ombre et de la lumière 2015. Saïd Mourabit, l'économie politique de la production législative au Maroc, 2015. Raymond Nart, histoire intérieure de la rébellion dans les Aurès, Adjoul, 2015. Fawzi Rouzek, le groupe d'Oujda revisité par Chérif Belkacem 2015. Geneviève GOUSSAUDF-ALGAS, le consulat de France à Tunis au XVIIe et XVIIIe siècle, 2014. Frédéric HARYMBAT, les Européens d'Afrique du Nord dans les armées de la libération française, 1942 à 1945, 2014. Maurizio VALENZI, j'avoue que je me suis amusé, itinéraire de Tunis à Naples, 2014. Mustapha Besbes, Jamel Chahed, Abdelkader Hamdan Dir, sécurité hydrique de la Tunisie. Gérer l'eau en conditions de pénurie, 2014. Abdelmajid Bedoui, grandeur et misère de la révolution tunisienne, 2014. Kamal CHAOUACHI, la culture orale commune à Malte et à la Tunisie, 2014. Abdelaziz Rizedikaï Mohamed, sociologie de la diplomatie marocaine, 2014. Dédicace à Amina, à ma famille en Algérie et à Alas Champagne. Préface. Les relations entre les États sont puissamment conditionnées par des logiques psychosociologiques et le cadrage des expériences historiques. Une réalité parfaitement prise en compte par les acteurs, dans leur comportement, mais qui semble largement évacuée des horizons de l'analyse savante. L'étude originale et rigoureuse de Mustapha Harrir sur le rôle des dénis de reconnaissance dans les relations extérieures franco-algériennes de 1962 à nos jours, nous rappelle le poids réel et très matériel de cette réalité symbolique, dans l'émergence des antagonismes internationaux. La démarche de M. Harrir consiste à comprendre ce qui conditionne le niveau de coopération, réconciliation et de conflictualité dans les relations franco-algériennes. Loin de fonder son analyse sur une littérature secondaire, M. Harrir a choisi des indices concrets pour identifier le niveau de coopération dans les relations franco-algériennes, par exemple la fréquence des contacts diplomatiques, des rencontres bilatérales au plus haut sommet de l'État, etc. M. Harrir n'a pas seulement recueilli ces données. Il les a aussi synthétisées en comparant les périodes peu conflictuelles aux périodes marquées par de fortes tensions. Cette variation chronologique lui a permis d'établir ensuite des variations concomitantes avec les variables explicatives. Cette démarche, qui instaure une touche positiviste à cette étude, a pour mérite de dépassionner un sujet affectivement encore fortement investi. Par ailleurs, M. Harrir démontre toujours une étonnante capacité de décentrement par rapport à son sujet de recherche et n'hésite pas par exemple à dévoiler les intérêts politiques domestiques qui se camouflent derrière la posture victimaire des dirigeants algériens ou encore derrière la politique de mépris des dirigeants français. L'explénendum du niveau de la coopération franco-algérienne est ce que l'auteur qualifie de déni de reconnaissance. Ces dénis sont principalement définis en relation avec la mémoire, la reconnaissance des torts commis. La question de la reconnaissance de l'autonomie et du status standing des acteurs algériens est aussi abordée mais de manière secondaire.
L'auteur fait le choix d'insister sur les dimensions symboliques et émotionnelles de la reconnaissance en relevant que le fait de perdre la face génère souvent plus d'effets, à travers les sentiments de honte notamment, que les pertes matérielles. En prenant ses distances par rapport aux approches utilitaristes, il s'oppose à une lecture purement stratégique de la mémoire. Toutefois, M. Harrir n'écarte pas totalement la dimension stratégique des enjeux mémoriels. Si cette lutte est émotionnellement chargée auprès des populations, elle tient aussi à des enjeux classiques de légitimation chez les dirigeants politiques. L'hypothèse principale énoncée par l'auteur résume clairement ses intentions. Le matériel empirique exploité dans cette thèse est très riche et repose principalement sur des documents diplomatiques. L'examen empirique réserve certaines surprises comme quand l'auteur relève que les accords d'Évian ont suscité de l'enthousiasme en France et chez les Pieds-Noirs alors qu'ils furent perçus comme une mise sous tutelle, voire comme une humiliation par les dirigeants algériens. En somme, l'étude de Mustapha Harrir combine heureusement l'examen rigoureux de sources diplomatiques avec une perspective théorique originale centrée sur la notion de reconnaissance. Pour toutes ces raisons, cette thèse constitue une belle contribution à l'étude politiste des relations franco-algériennes. Elle ouvre aussi la voie à une meilleure prise en compte de la violence symbolique exercée intentionnellement ou non, associée ou non à une violence physique, et permet de comprendre les enchaînements séquentiels qui ont débouché, historiquement, sur l'apaisement ou la détérioration des relations franco-algériennes. Thomas Lindemann, professeur à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Introduction. Des années après la fin des hostilités, les images du passé continuent à façonner les relations entre anciens belligérants. Malgré les discours appelant à la réconciliation, les événements ne reflètent pas toujours cet appel et peuvent favoriser une atmosphère de méfiance et de distanciation. En effet, en dépit d'une guerre d'indépendance violente, les dirigeants algériens et français ont eu la volonté de dépasser les questions relevant de la mémoire. Cependant, cette tentative reste prisonnière des vœux si nombreux depuis l'indépendance. Bien que la coopération ait été proclamée dès l'indépendance par la France et l'Algérie, cela n'a pas empêché l'apparition des conflits qui peuvent suggérer l'inverse. Les études menées sur les relations franco-algériennes sont peu nombreuses. Ces études, bien qu'elles soulignent l'élément du passé comme l'un des facteurs importants dans l'évolution de ces relations depuis l'indépendance, elles n'identifient pas cependant son rôle en confrontation avec d'autres facteurs, ce qui ne permet pas de démontrer sa juste valeur. Ces études font apparaître plusieurs éléments sans déterminer le S. Quel S a le plus influencé le processus de coopération et de réconciliation? Sans doute pas par omission de la part de leurs auteurs, car ces études visent à atteindre un autre objectif. Exemple. Certaines ont pour objectif de faire le bilan et d'analyser parfois les perspectives de la politique de coopération, et d'autres montrent la transformation du regard sur le passé depuis l'indépendance. Cette présente thèse s'attache alors à répondre à cette problématique qui a un lien avec deux phénomènes controversés dans le domaine de la politique internationale, ceux de la coopération et du conflit et celui de la réconciliation. En effet, la coopération et la réconciliation préoccupent autant les spécialistes que les praticiens. Si les spécialistes des relations internationales s'accordent sur le fait que la coopération et la réconciliation sont des axes majeurs des études internationales, les raisons qui incitent à l'une ou à l'autre représentent un débat et un enjeu controversé. En effet, si sur le plan intérieur l'obligation de coexister est une condition nécessaire pour dépasser les blessures résultant du passé, d'autant plus que chaque société est soumise à un gouvernement disposant de la contrainte légitime, elle ne constitue nullement une obligation dans le domaine international dont l'absence de gouvernement est l'une des caractéristiques principales. Ceci rend controversé le débat sur les raisons qui incitent les États à coopérer et à se réconcilier après des guerres brutales, car les conditions qui peuvent favoriser la coexistence et l'établissement de la justice dans le cas des conflits intérieurs, guerres civiles, sont plus ou moins manquantes dans l'espace international, à savoir, vivre sous le même territoire étatique régi par un seul gouvernement où les liens sociaux et identitaires sont parfois le ciment qui permet la coexistence et la réconciliation. À la recherche des raisons qui incitent les anciens belligérants à se réconcilier,
Long William et Breck Peter confirment, par le biais d'un échantillon de conflits interétatiques qu'ils ont sélectionnés, que le modèle du choix rationnel, signaling model, serait le plus pertinent pour expliquer la réconciliation entre États. Les événements conciliateurs, selon eux, peuvent contribuer au règlement des conflits internationaux quand ils font partie d'une négociation dont les signaux envoyés par les acteurs sont coûteux, volontaires et irrévocables. Ces trois éléments, selon les auteurs, rétablissent la confiance chez l'adversaire. Ce modèle explicatif fondé sur la rationalité n'est pas vu en tant que maximisation d'intérêt, mais en tant que coût consenti par les acteurs. Ce coût consenti est lui-même un signe qui prévoit la non-révocabilité du choix. Les deux modèles conçus par les auteurs sont normatifs. Ils supposent que les acteurs suivent certaines étapes et se conforment ainsi à l'un des deux, notamment celui du pardon. Ce dernier n'est pas particulièrement adapté à un champ caractérisé par l'absence de gouvernement, ce qui rend toute pratique de justice au niveau international tributaire d'un certain rapport de force, ou suppose qu'il existe une contrainte légitime qui implique un gouvernement international. N'est-ce pas là une raison qui incite les théoriciens des relations internationalistes à défendre une épistémologie propre à la discipline des relations internationales, et qui sépare ce domaine des autres disciplines comme le droit international et la philosophie, ainsi que ce qui est réel et ce qui doit être idéal. Néanmoins, cela n'exclut pas la production des normes par les acteurs et leur admission. Nous ne reprochons pas à Long William et Breck Peter de soutenir une certaine rationalité dans la négociation de la coopération et de la réconciliation, propre au domaine politique, mais plutôt la qualification de cette rationalité comme universelle. Le coût consenti dans les exemples traités est aussi matériel que symbolique, alors que la théorie du choix rationnel d'origine économique, reprise dans le domaine politique, suppose une rationalité unidimensionnelle, matérielle, objective, et prévoit que l'acteur maximise ses intérêts maximum, ou perd avec le moindre coût minimal. Par ailleurs, le modèle du choix rationnel n'a fait qu'imposer des restrictions sur les raisons et les fins censées motiver l'action de l'homme politique. Ainsi, si l'expérience réfute le postulat, ce n'est pas la théorie qui a tort mais c'est l'agent qui n'est pas un acteur rationnel. Ce modèle théorique est fondé sur des axiomes ne pouvant prendre qu'une seule dimension, matérielle, si bien que certains chercheurs n'hésitent pas à qualifier ces approches, basées sur la TCR, théorie du choix rationnel, comme un ensemble de normes plutôt qu'une théorie cohérente. Robert Simon, l'un de ceux qui se sont intéressés à la théorie du choix rationnel, explique à cet égard que, si l'on postule une description objective du monde telle qu'elle est réellement, et si nous supposons que les pouvoirs de calcul du décideur sont illimités, cela implique alors deux conséquences importantes. Tout d'abord, nous n'aurons pas besoin de faire la distinction entre le monde réel et la perception qu'en a le décideur, parce qu'il perçoit le monde tel qu'il est vraiment. Deuxièmement, nous pouvons prédire les choix qui seront faits par un décideur rationnel entièrement à partir de notre connaissance du monde réel et sans connaissance de la perception du décideur ou des modes de calcul. À vrai dire, l'idée que les intérêts soient objectifs et dénués de toute subjectivité n'est pas concrète, car cela suppose que les acteurs détiennent les informations sur toutes les alternatives possibles et que leur perception soit identique. C'est pourquoi Robert Simon défend une rationalité limitée, bounded rationality. Une rationalité qui signifie que l'acteur examine les alternatives séquentiellement et élimine celles qui ne le satisfont pas jusqu'à ce qu'il en trouve une qui le satisfasse. Malgré cette avancée réfutant une rationalité absolue et défendant une rationalité limitée, le problème réside encore dans la perception de ce qui est satisfaisant. On a adapté cette théorie à la capacité humaine. Mais l'assimilation de ce monde réel et les préférences exprimées par les États reste une question controversée. En effet, la théorie du choix rationnel TCR, d'origine économique, peine à convaincre les économistes qui tentent à son amélioration. C'est ainsi que Hardy-Vallée-Benoît et Dubreuil-Benoît affirment: il ne s'agit plus de prédire le comportement des agents, mais bien de partir de ces comportements pour découvrir des biais cognitifs ou explorer des fonctions d'utilité. De même dans le domaine international, depuis l'étude de Robert Jervis, Perception and Misperception, nous savons que le monde objectif est au final la perception de l'acteur. Ceci est une piste d'analyse du comportement politique, explorée et défendue depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
La perception du monde réel n'est pas identique à tous les acteurs. La source de cette divergence est corollaire d'une identité et d'une interaction intersubjective. Un intérêt ou un calcul stratégique présuppose une confrontation préalable avec l'identité. D'ailleurs, le concept de la rationalité des actions d'une personne se manifeste de façon définitive avec sa propre définition finale de son identité. Le référentiel identitaire se distingue par sa disparité. C'est la situation qui définit le référentiel identitaire mobilisé. Ainsi l'univers symbolique, selon Brault, peut permettre d'anticiper ce qui sera perçu comme légitime ou illégitime, légal ou illégal, rationnel ou irrationnel. Cela permet d'éviter la perte de repères ou l'incertitude identitaire. Par notre travail de recherche, nous voulons identifier le rôle des torts infligés dans le processus de coopération et de réconciliation. Ce travail met l'accent sur la mémoire d'un point de vue social, c'est-à-dire la socialisation des torts dans les sociétés et son apport dans la constitution de l'identité de l'État, et ce que cela génère comme influence sur les attitudes des décideurs. Notre hypothèse est que la reconnaissance et le déni de reconnaissance des torts infligés pourraient influencer le processus de réconciliation et de coopération. Beaucoup d'observateurs, selon Jennifer Lind, s'accordent sur le fait que faute de non-excuse du Japon, la peur a augmenté chez ses voisins. De même, la contrition de l'Allemagne après la Deuxième Guerre était vitale pour la réconciliation et la réduction des menaces en Europe. En effet, le cas franco-allemand en est la preuve. La mémoire n'y est évoquée que pour valoriser le progrès réalisé. Dans le cas franco-algérien, la mémoire coloniale continue à être au cœur des confrontations politiques, d'autant plus qu'au lendemain de la fin de la guerre, ce cas est bien différent par rapport à celui du franco-allemand. Dans le cas franco-algérien, il ne s'agit pas de créer des liens et de remplacer l'antagonisme par un rapprochement progressif. Il s'agit au contraire de gérer des liens et de remplacer un rapport de domination et d'ascendance par une relation plus équilibrée. De même, Henri-Jean Robert explique cette relation comme suit. Dans le rapport à l'Algérie, on sort de la sphère des valeurs communes. La référence au modernisme persiste, mais change de signification. Elle vise à dégager, par comparaison chez le partenaire non européen, des antivaleurs ou des non-valeurs, des archaïsmes. Au nom du projet civilisateur, le colonisateur veut attribuer une finalité salvatrice à la violence de l'agression coloniale. Par ailleurs, cette colonisation est intégralement distincte de celle des autres territoires occupés par la France. L'Algérie a été considérée comme l'étendue naturelle de la France en Afrique du Nord. Elle a été une annexion juridique par la force, surlégitimée et renforcée par une vision dévalorisante des sociétés différentes. Ainsi les rapports régissant le colonisateur et le colonisé fondés sur la dépréciation identitaire se sont distingués des rapports entre les puissances européennes caractérisées par une âpre concurrence au sein d'une sphère commune de valeurs partagées. Modernisme, progrès, nationalisme. C'est cette représentation de dépréciation identitaire et de violence symbolique infligée par un colonisateur qui a trouvé face à lui un peuple non soumis et résistant, qui a été retenue et entretenue après l'indépendance en Algérie. Elle a été transmise à travers les documents constituant la République algérienne, les discours politiques, les médias et à travers les manuels scolaires, si bien que beaucoup d'Algériens glorifient la Révolution. De même, en France, certains continuent à entretenir le discours de l'Algérie française, car la perte de l'Algérie française a été considérée et surtout vécue comme une sorte d'amputation. Cela dit, les deux parties ont continué à entretenir les mêmes images construites durant la colonisation et pendant la guerre d'Algérie. L'intériorisation de cette mémoire dans les deux sociétés a joué beaucoup. Le problème réel réside plutôt dans ce qui a été retenu comme mémoire officielle dans les deux pays, une mémoire divergente et parfois contradictoire. Ces représentations vivifient cette mémoire et incitent Benjamin Stora, une autorité reconnue en histoire franco-algérienne, a affirmé que le refus de croisement des mémoires, de l'écoute de l'autre, est un indice d'une guerre qui se perpétue dans les têtes. Certes, ces relations se définissent par un caractère apaisé entre les deux peuples algériens et français, et qui va à l'encontre des relations institutionnelles altérées par la question de mémoire. En effet, bien que les deux parties algériennes et françaises aient plaidé pour une relation tournée vers l'avenir depuis l'indépendance,
le processus de réconciliation avait connu plusieurs échecs. La mémoire coloniale et celle de la guerre d'Algérie ont eu une relation directe avec le pouvoir. Elle constituait la source de laquelle découle la légitimité du pouvoir. Ainsi, les événements ne sont pas les seuls qui affectent la perception, mais aussi la représentation qu'en donnent les politiques. En effet, la représentation du passé de ce rapport prend deux images en Algérie. Un passé héroïque survalorisé et constituant une légitimité de pouvoir et un autre victimaire, issu de longues années d'asservissement, qui légitime la révolution socialiste. De même, pour la France, cette mémoire coloniale et de la guerre d'Algérie, bien que longuement occultée, constitue une phase importante dans sa transition vers la Ve République. Elle regagne désormais l'espace politique et crée un vif débat aboutissant à une loi votée en février 2005, qui insiste plutôt sur une présence positive notamment en Afrique du Nord. Cela s'est produit au cours même des négociations d'un traité d'amitié avec l'Algérie pour tourner définitivement une page d'histoire tumultueuse. La violence symbolique dans le cas algérien s'est transformée en une recherche de reconnaissance. Ainsi, les raisons avancées par les déclencheurs de la guerre d'Algérie considèrent la reconnaissance de l'identité algérienne comme une condition à toute négociation avec l'ennemi. De plus, la construction identitaire en Algérie depuis l'indépendance basée sur l'altérité et la revendication des torts infligés à partir de 1999 en est une troisième raison. Le colonisateur est interpellé à reconnaître leur souffrance. En France, le sentiment de frustration résultant de la perte de l'Algérie s'est transformé dans un premier temps, en l'occultation de la guerre d'Algérie et l'insistance sur son attachement à son ancienne colonie et surtout sur l'aspect français de l'Algérie. Ensuite, l'irruption de cette mémoire dans l'espace public et médiatique voire international l'a amené au changement de position, par la reconnaissance de la guerre d'Algérie comme étant une guerre, en omettant la qualification opération de maintien de l'ordre. Les différentes révélations des acteurs de cette guerre incitent les politiques à en tenir compte, si bien que ce changement du regard ne tarde pas à revenir en marche arrière. Le fait d'insister sur un prétendu aspect positif de la colonisation, et ce qui a ouvert le débat de nouveau sur la mémoire coloniale, sur la réalité du projet dit civilisateur en Afrique du Nord et sur la possibilité de réconciliation entre l'Algérie et la France. Les approches classiques ont le mérite d'avoir souligné quelques éléments importants qui influencent l'action de l'État. Cependant, ces différents éléments ne sont pas dépourvus d'un aspect intersubjectif et constructiviste. Le constructivisme international insiste sur le rôle des idées, des normes et des identités partagées dans la détermination de la coopération, car la représentation de rapports de force qu'ont les États vis-à-vis de leurs homologues est plus importante que les éléments objectifs du pouvoir dont ils disposent. De même, l'idée que l'État est un monstre froid, qui cherche à survivre dans un monde caractérisé par la paix précaire, n'est pas toujours vraie, car la préférence de la mort violente, hégélienne pour la reconnaissance à la survie n'est pas toujours exclue. La honte peut causer une grande perte, aussi importante que la destruction des capacités militaires et économiques. En outre, la place de l'État dans l'économie mondiale ne correspond pas toujours à son rôle dans les affaires internationales. Enfin, l'approche constructiviste donne à la perception, à l'intersubjectivité et aux constructions sociales, une importance que les autres approches ignorent. Les intérêts économiques et de sécurité ne seront pas perçus de la même façon face à un ami ou un ennemi. Dans le point suivant, nous expliquerons plus précisément l'approche théorique ainsi que le cadre épistémologique de cette étude. 1. Approche théorique et clarification épistémologique. Avant de présenter notre approche théorique, il nous paraît nécessaire d'apporter quelques clarifications épistémologiques qui concernent le cadre d'analyse des relations extérieures franco-algériennes. L'analyse de la politique étrangère et la politique internationale semble, de prime abord, similaires. Néanmoins, chaque terme renvoie à une conception distincte. Graham Evans et Jerzy Newham définissent la politique étrangère comme l'activité par laquelle les acteurs étatiques agissent, réagissent et interagissent entre eux. Selon Olsztyn, la politique étrangère concerne les objectifs et les actions, décisions et politiques, d'un ou plusieurs États, tandis que la politique internationale concerne les interactions entre deux ou plusieurs États. Ainsi, la politique internationale n'est en aucun cas l'ensemble des politiques étrangères, mais elle est plutôt leur interaction.
Quant aux relations internationales, elles représentent un champ un peu plus large depuis l'admission de plusieurs acteurs. En effet, l'évolution paradigmatique des études internationales est passée de l'État comme niveau d'analyse des relations interétatiques et comme acteur principal moins ce qui fait référence à la politique internationale, international politics, moins aux multi-acteurs, étatiques et non étatiques, et qui touche nombreux domaines, économie, sociale, ONG et OI multinationales. Ceci fait référence aux relations internationales. Ces différents termes ne sont pas fortuits, mais ils répondent à une évolution paradigmatique. De ce fait, notre étude, loin d'être concentrée sur les actions et les objectifs d'un seul État et sa relation avec l'environnement extérieur, met l'accent sur deux politiques extérieures qui interagissent dans un environnement international, ce qui donne la politique internationale. D'ailleurs, l'approche que nous utilisons, constructiviste, analyse la politique internationale plutôt que les relations internationales. Selon Wendt, l'un des précurseurs de l'introduction du constructivisme dans le champ des relations internationales, le rôle des États reste incontournable. En effet, bien que l'évolution du champ paradigmatique ait conduit à l'introduction des nouveaux acteurs étatiques et non étatiques, cela n'a pas aboli le rôle primordial des États. En revanche, l'approche constructiviste ne nie pas l'influence des autres acteurs, mais elle privilégie les acteurs étatiques vu qu'ils sont des acteurs intermédiaires. Cette représentation constructiviste ne réduit en aucun cas le rôle des autres acteurs qui divergent d'un pays à un autre. Un réaliste comme Raymond Aron, selon le professeur Dario Bactella, privilégie le chef du pouvoir exécutif de l'État car il se situe à la jonction de l'État et du système international, et bénéficiant d'une information privilégiée en provenance de l'appareil politico-militaire de l'État, est le mieux placé pour percevoir les contraintes systémiques et en déduire l'intérêt national. Les constructivistes tendent aussi à privilégier les États qui disposent la contrainte légitime, favorisant la politique internationale ou plus précisément le champ politico-militaire. C'est pour cela que notre étude portera directement sur les représentations de décideurs en politique étrangère. Les intérêts de l'État sont définis comme tels par une autorité supérieure. L'État se tient à une rationalité différente de la rationalité ordinaire, la rationalité politique, car cette dernière définit des exigences et des valeurs différentes de la première. Ainsi, l'État se dote d'une réalité ou d'une dignité plus éminente que celle des particuliers qui le composent. L'absence de contrepoids représentatif du peuple, comme par exemple dans les régimes dictatoriaux, favorise beaucoup plus la manipulation et la propagande pour justifier les choix de l'État. Ainsi Fukuyama affirme que, dans le monde historique, l'État-nation continuera d'être le lieu central de l'identification politique. Les décideurs se trouvent, comme l'affirme Putnam, entre two level game, dans la mesure où l'acteur est amené à jouer sur deux niveaux, intérieur et extérieur. Ainsi, la politique extérieure est en partie le reflet de la politique intérieure. D'ailleurs certains voient que c'est le régime social et économique interne qui détermine le type de position que l'État va prendre et défendre au niveau international. Cette représentation n'est pas tout à fait complète car l'influence entre l'intérieur et l'international est réciproque. L'existence de la personnalité internationale d'un État n'est pas suffisante. En effet, cette personnalité ou identité est co-constituée selon l'approche constructiviste, elle l'est aussi par sa reconnaissance par les autres. La reconnaissance est constitutive d'une identité qui n'accède véritablement pour elle-même à l'existence, à la majorité qu'en étant reconnue par les autres, c'est-à-dire en obtenant leur estime et leur crédit. Affirme Frank Fischbach. L'existence d'une identité distincte est importante, servant ainsi de guide pour déterminer les objectifs mais aussi pour agir dans un monde complexe où les décideurs tendent à avoir une certaine stabilité de leur identité, de leur rôle et de l'histoire de leur nation. Ainsi, l'identité est influente car identité et pratique ne sont pas dissociables, c'est-à-dire que l'acteur agit en fonction des règles qui associent des identités particulières aux situations particulières et il essaie de faire le bon choix, the right thing, comme le suggère le constructivisme international qui avance une approche basée sur la logic of appropriaten, c'est-à-dire le comportement approprié qui guide le décideur. L'identité elle-même doit être préservée contre les menaces, préserver une image de soi, reconnaissance, etc.
En cela, l'acteur cherche la stabilité pour éviter la perte des repères mais aussi pour s'en enorgueillir. L'approche constructiviste tente à expliquer le système et les intérêts comme des constructions sociales et non comme des données objectives. En cela, cette approche n'est pas indépendante de l'influence des autres disciplines, à savoir les écrits des traditionalistes, des idéalistes et des sociologiques. En effet, selon Claude Dubar, le terme constructiviste revient au courant sociologique abordant le social comme des constructions élaborées par des acteurs où les actions sociales s'inscrivent donc dans un monde social construit dont la consistance résulte d'actions antérieures. L'auteur cite notamment les travaux de Pierre Bourdieu, 1930 à 2002, Norbert Elias, 1897 à 1990, Anthony Giddens, Peter Berger et Thomas Luckmann et enfin Georges Herbert Mead, 1863 à 1931. Tous ces auteurs ont contribué d'une manière ou d'une autre au développement de ce courant dont le professeur Guy Gérard repère les origines dans les écrits d'Émile Durkheim et Max Weber. Il cite notamment le concept des réalités sociales de Durkheim qui attribue aux idées et aux croyances une origine qui vient de la conscience collective. Les constructivistes définissent le système international comme le produit des interactions des acteurs. Ce sont les pratiques réitérées qui établissent des normes de comportement, attentes partagées. C'est ainsi que pour Wendt, l'anarchie est simplement ce que les acteurs en font. Ainsi, cette approche est par sa définition du système international, à la fois une approche structuraliste, normative, identitaire et structuraliste car elle suppose que les structures de connaissances partagées et de compréhension intersubjective peuvent aussi motiver les acteurs. L'ensemble de ces règles, croyances partagées, ce que Finnemore appelle structure sociale, peuvent fournir aux acteurs une compréhension de ce qui est important ou précieux, et une idée sur les moyens les plus efficaces ou légitimes pour obtenir ces biens. Elles fournissent aussi aux États à la fois des préférences et des stratégies pour poursuivre ces préférences. L'approche est normative, parce qu'elle insiste sur le rôle des normes qui sont des règles établies soit par les pratiques réitérées, soit par les valeurs communément acceptées par les acteurs, telles que la norme de la souveraineté de l'État. Enfin, elle est identitaire car elle donne une importance aux identités des États et leur rôle dans la vie politique internationale. L'identité de l'État est l'origine des intérêts qui ne sont pas forcément le produit de la distribution inégale de la puissance au sein d'un système international ou la course au profit matériel, mais qui sont plutôt des aspirations qui dépendent en partie, affirme Wendt, de la définition de soi par rapport à autrui. Ces ambitions, dit Yven, peuvent être dictées par des nécessités matérielles, mais leur légitimité découle de notre représentation de cette matérialité. Ils sont au final une représentation de ce que les États se font d'eux-mêmes et d'autrui, du système international, et de leur propre place ainsi que celle des autres au sein du système international. Quant aux acteurs, qui sont principalement les États selon Wendt, leur comportement est en fonction de cette représentation. Selon lui, l'identité elle-même est constituée en partie par les autres acteurs, mais elle n'est pas réductible à eux, ce qu'il appelle une supervenience, elle est autant endogène qu'exogène. Les auteurs qui s'adonnent à analyser ce côté intersubjectif révèlent l'importance de l'autrui dans la constitution de soi, reconnaissance. Une identité co-constituée par l'acteur lui-même et par les autres acteurs dans une relation intersubjective, où la reconnaissance devient un moyen de validation de cette identité. Nous mobilisons dans notre étude plusieurs concepts, ce qui demande la définition et la précision la plus parfaite possible. D'abord ceux de l'identité, de la reconnaissance et de la mémoire qui se rapportent l'un à l'autre. Ensuite, ceux de la coopération et de la réconciliation qui se croisent aussi, puisque la réconciliation est avant tout une coopération bien qu'elle soit un phénomène différent de cette dernière comme nous le verrons dans notre développement suivant. 2. Cadre opératoire, définition des concepts. À l'identité, la mémoire et la reconnaissance. La mémoire occupe une fonction sociale. Elle n'est en aucun cas uniquement des souvenirs individuels, contrairement à ce que suggère Peter Rosenstephen qui traite la mémoire dans sa composante biologique et conclut qu'elle sert comme intermédiaire pour prendre des décisions. Pour lui, des souvenirs enregistrés avec émotion deviennent le repère que le décideur extrapole sur des cas similaires, par analogie, en temps de guerre ou de crise ou ce qu'appelle Peter Rosen, Emotion-Driven Pattern Recognition. Cette étude est critiquée par le professeur Thomas Lindemann.
Il reproche à Peter Rosen de ne pas prendre en considération les facteurs sociopolitiques dans le déclenchement des réactions violentes. Peter Rosen ignore ce que cette mémoire peut représenter comme image positive, à savoir la réputation, l'honneur, ou comme image négative, notamment le mépris. D'une part, la mémoire de guerre ne se limite pas uniquement dans les souvenirs traumatisants mais relève aussi de ce que les acteurs en font, et d'autre part la guerre n'a pas été en amont des comportements des décideurs mais en aval, comme énonce Clausewitz dans sa fameuse expression métaphorique. La guerre est la continuation de la diplomatie par d'autres moyens. L'auteur ignore aussi le rôle de la mémoire dans la construction d'un lien collectif, ou si l'on peut dire, une mémoire collective. Les décideurs se trouvent souvent façonnés par la dernière guerre. Cette mémoire n'est pas un objet simple et unique, mais un sujet complexe et pluriel. Ce ne sont pas uniquement les souvenirs en soi qui peuvent être importants, mais ce qu'on en fait, c'est-à-dire la représentation que les décideurs ont de ces événements. Ces souvenirs ne sont pas dépourvus d'une relation intersubjective. En effet, la mémoire n'est pas uniquement individuelle mais aussi commune à un groupe ou à une société. Elle a une fonction sociale et contribue au renforcement d'une identité au sein des groupes qui partagent les mêmes souvenirs, mémoire collective. Pierre Nora définit cette dernière ainsi: ce qui reste du passé dans le vécu des groupes, ou mieux ce que ces groupes font du passé. Les politiques ont toujours eu un intérêt particulier pour la mémoire collective. Elle était aussi un objet d'intérêt pour les groupes humains, qui cherchaient à en codifier les représentations et la transmission, avant même la constitution des entités macropolitiques comme l'État ou les empires. Elle peut être victimaire comme elle peut être celle du vainqueur. La première représente les torts infligés, et la seconde représente les gloires acquises et le succès. De ce fait, la socialisation rend difficile l'ignorance de la mémoire au sein d'une société ou à l'international. Alors, la probabilité de réagir au déni est plus élevée dans le cas où les souvenirs sont largement partagés et font la fierté ou au contraire la victimisation collective. C'est donc la notion de mémoire officielle qui nous intéresse, car les politiques la socialisent au sein d'une société, bien que le terme mémoire officielle ne soit pas courant dans le cercle politique. En effet, selon Rosou Valérie Barbara, la notion de mémoire officielle, n'étant véritablement utilisée que depuis la fin des années 1970, il aurait été difficile pour les dirigeants d'y faire référence auparavant. D'ailleurs, les politiques confondent souvent mémoire et histoire. Ce qui est présenté comme histoire n'est autre que la mémoire sélective, mémoire officielle, servant à renforcer une identité mais aussi à se donner un rôle et une image positive. L'expérience du passé fait ainsi partie de l'identité de l'État. Elle est souvent appelée mémoire officielle. Mais elle est différente de l'histoire malgré que les praticiens confondent entre les termes, car bien que l'histoire contribue au développement de la mémoire, elle cherche à comprendre le passé pour en libérer le présent, alors que la mémoire entretient le poids du passé sur le présent. Elle contribue dans la construction et le renforcement d'une identité partagée. C'est dans ce sens aussi que le Premier ministre français, Lionel Jospin, dans un colloque franco-allemand déclare que « la mémoire n'est pas l'histoire. Elle est subjective, sélective, affective. La mémoire oublie autant qu'elle conserve. C'est là une de ses vertus comme l'un de ses risques. Au fil des siècles, l'identité d'un peuple se forge des souvenirs qu'il assume, qu'il entretient ou qu'il perd, voire qu'il refoule. Cette mémoire est souvent socialisée par divers moyens et sur différentes échelles, à travers le discours politique, les manuels scolaires, etc. Son intériorisation rend difficile de l'ignorer. Plus le travail de socialisation est intensif, plus la mémoire devient l'échelle de référence de la fierté collective, ou au contraire celle de la souffrance collective. L'État-nation ne représente pas uniquement le monopole de la violence physique légitime, mais elle est aussi la socialisation des individus par la construction d'une identité collective nationale. La mémoire n'est pas figée mais elle est ce qu'on en fait, de même que le sens de l'honneur, du mépris, de la gloire est le produit d'une réalité sociale et d'une relation intersubjective changeant suivant les époques. De ce fait, notre travail d'étude s'intéresse beaucoup plus à la mémoire officielle, entretenue par les acteurs de la politique étrangère. Ceci dit, nous n'ignorons pas la mémoire collective, car elle n'est pas dépourvue d'enjeux politiques. Les deux concepts, mémoire officielle et celle collective, comme nous l'avons expliqué,
bien qu'elles évoquent deux notions différentes, elles s'entrecroisent puisque chacune renvoie au sens de la collectivité. Les politiques savent mobiliser la mémoire collective et en codifier la représentation afin de mieux servir leurs desseins, objectifs et intérêts nationaux. La mémoire officielle change à travers le temps. Le sens du partage en fait un instrument efficace et pratique pour la légitimation politique. On attribue souvent à cela des dénominations telles que la gloire de la nation, l'histoire, les sacrifices consentis, les honneurs et les souffrances communes. Les gloires autant que les souffrances incitent les États à s'y identifier et à défendre certaines valeurs, et finissent par être reconnus comme tels de manière à ce que tout déni de cette identité véhiculée et reconnue puisse générer des conflits. Nous résumons ceci dans le schéma ci-dessous. Nous partons de l'idée que les décideurs sont aussi motivés par la reconnaissance d'une identité, ou d'une image valorisée de soi. En effet, la reconnaissance comme motivation pour l'action politique est incontournable. Ce côté affectif, selon Fukuyama, n'est pas aussi récent que nous le pensons, mais date du temps grec. L'auteur de La fin de l'histoire et le dernier homme affirme que les penseurs en ont fait référence, ainsi dit-il. Au cours des millénaires, aucun mot consacré n'a été employé avec constance pour désigner le phénomène psychologique désir de reconnaissance. Platon parlait du timo, Machiavel du désir de la gloire de l'homme, Hobbes de sa fierté ou de son orgueil, Rousseau de son amour-propre, Alexander Hamilton de son amour de la renommée, Hegel de reconnaissance, Nietzsche enfin de L', homme comme de la bête aux joues rouges. Toutes ces expressions renvoient à cette partie de l'homme qui éprouve le besoin d'accorder une valeur à tout, à lui-même en premier lieu, mais aussi bien aux gens, aux actions ou aux choses qui l'entourent. De même, les textes sacrés ont fait référence à ce phénomène. Le Coran par exemple, décrit la vie humaine comme une rivalité pour l'acquisition des richesses, mais aussi comme une course à l'orgueil. L'orgueil ici exprime un sens de vanité, une image valorisée de soi. La quête de reconnaissance peut être ontologique, car c'est par des expériences négatives de mépris, Misartung, que nous découvrons notre propre désir de reconnaissance. Notre désir de reconnaissance est né de la dissatisfaction ou du malheur du mépris, affirme Paul Ricoeur. En revanche, cette quête n'est pas uniquement émotionnelle mais elle est aussi instrumentale. Pour de nombreuses raisons, les dirigeants d'un pays sont amenés à entretenir la politique de l'image positive ou négative, si bien que les conséquences de la reconnaissance sont autant symboliques que matérielles et l'expression de l'altérité et l'inimité sont autant ontologiques qu'instrumentales. Axel Honneth mentionne que l'idée de l'intersubjectivité hegelienne rejoint aussi l'idée de la constitution de soi, à travers l'autrui, où l'individu acquiert une identité à travers l'expérience de la reconnaissance mais cette identité elle-même le conditionnera et le poussera à jouer un rôle, ou ce qu'il appelle, l'autrui généralisé. Pour expliquer ce phénomène d'intersubjectivité et de reconnaissance, Wendt utilise le terme mirroring, l'effet miroir pour décrire ce phénomène où l'influence de l'autrui dans la définition de l'identité des acteurs est primordiale. L'identification des autres aura un impact sur le comportement d'un acteur et sur la constitution de son identité, car la possibilité d'avoir une identité est conditionnée par sa reconnaissance par les autres, affirme Lindemann. Le concept de la reconnaissance est un concept polysémique à travers lequel nous pouvons repérer plusieurs phénomènes qui ont directement ou indirectement un lien avec ce concept clé. Cette polysémie fait à la fois sa force mais aussi sa complexité, car le concept n'est fixé en aucune manière, ni dans la langue quotidienne, ni dans son acception philosophique. Étant donné que le terme est équivoque dans ses significations, nous avons vu qu'il est nécessaire de définir ce terme. Ce travail définitoire consiste à comprendre le terme de reconnaissance. Tout d'abord, par la démonstration de ses différentes utilisations, ensuite par la mise en évidence du lien qui existe entre termes, concepts et formes de reconnaissance. Cela nous permet de situer notre travail par rapport à notre hypothèse, et de délimiter ainsi l'objet de notre recherche. En nous référant aux différents dictionnaires de la langue française, nous avons pu voir les différents sens que peut donner le terme reconnaissance. Nous les avons regroupés en deux axes, qui vont nous aider éventuellement à construire un cadre opératoire. 1. Action d'identifier par la mémoire, le jugement. La reconnaissance est un véritable travail de mémorisation et d'évocation de ce qui a été mémorisé.
Elle peut signifier l'acte de juger qu'un objet a été déjà connu, ce qui donne le sens de l'identification. Elle se définit alors comme un processus mental par lequel une représentation mentale actuelle est reconnue comme trace du passé. La définition distingue aussi entre l'évocation, la reconnaissance et la localisation des souvenirs. Cette dernière est considérée comme une fausse reconnaissance et appelée paramnésie. Elle ne dépasse pas la reconnaissance simple des choses ou des êtres vivants, on dit reconnaissance de l'écriture, reconnaissance vocale, reconnaissance optique des caractères. L'idée qui nous intéresse dans cet axe est que la reconnaissance a un lien avec la mémoire. Paul Ricoeur, en se fondant sur les apports de Bergson, affirme que la reconnaissance du souvenir s'égalera à la reconnaissance de soi. D'ailleurs, il distingue 3 traces, les traces corticales que traitent les sciences neuronales, les traces psychiques résultant des impressions affectives et traumatiques, événements frappants, mais aussi les traces documentaires conservées dans les archives privées ou publiques. C'est grâce à ce travail de mémorisation que le phénomène de reconnaissance devient possible. C'est pour cette raison que quelqu'un qui n'a pas de mémoire ne peut ni reconnaître ni demander la reconnaissance. Ainsi, la reconnaissance est un acte via lequel un objet est saisi par l'esprit, par la pensée, en reliant entre ce qui a été connu, le passé, et ce qui est saisi dans le présent, un lien entre images qui consiste à identifier mais aussi à distinguer, un processus au cours duquel un travail de mémoire est nécessaire. En effet, la mémoire est une condition pour reconnaître et être reconnu. Les images du passé constituent un processus de va-et-vient, une relation dialectique entre le passé et le présent. Les autres définitions du terme reconnaissance représentent plutôt de la description des formes sous lesquelles la reconnaissance peut être émise. 2. Admission et acceptation. Le terme reconnaissance signifie aussi l'admission et l'acceptation de quelqu'un ou de quelque chose. Ainsi, le dictionnaire Le Petit Robert nous donne quelques exemples. A. Aveu, confession d'une faute. La reconnaissance de ces fautes est une action par laquelle on reconnaît ou on admet qu'on est auteur ou responsable d'un acte. B. Fait de reconnaître quelqu'un pour chef, pour maître. Reconnaissance d'un souverain. C. Fait d'admettre une chose après l'avoir niée ou en avoir douté, la reconnaissance d'une qualité chez quelqu'un. D. Au sens juridique, reconnaissance d'un gouvernement, d'un État. En résumé, la reconnaissance peut se manifester dans un aveu explicite ou implicite des torts infligés par l'auteur, ce qui exprime le sens de l'aveu et de la responsabilité. La reconnaissance peut s'agir aussi de l'admission de l'existence d'une qualité chez autrui après l'avoir niée, ce qui exprime l'estime. Comme il peut s'agir de l'admission d'un État, d'un gouvernement ou d'acteurs dans la vie internationale, ou simplement l'admission de son existence, ce qui exprime l'accès à un statut. Ces 3 formes, aveu et responsabilité, estime, statut, correspondent au réel à des formes de reconnaissance et des formes de déni de reconnaissance. Les formes de reconnaissance, ces formes sont démêlées des pratiques qui existent entre États plutôt qu'elles représentent un cadre normatif. Reconnaissance des torts ou déni des torts. 1. Aveu et responsabilité. Il exprime l'aveu d'un tort ou la responsabilité des torts. Le mode d'expression de ce tort change suivant les cas. Il peut aller d'une simple forme d'empathie, prise en compte des souffrances d'autrui, solidarité, ou un aveu des faits et des souffrances d'autrui à une forme plus importante incluant l'excuse et la demande du pardon, soit une forme de repentance. Dans les 2 cas, il y a une reconnaissance des torts, ce qui correspond dans le cas du déni à l'absence de l'aveu ou de l'empathie, la négation d'une responsabilité ou d'une souffrance. 2. Confirmation d'une identité particulière. Il s'agit du cas où la victime cherche l'obtention d'une revalorisation d'une image de soi. 3. Acceptation ou intégration d'un acteur. Dans ce cas, la reconnaissance vise à accepter l'existence d'un acteur, État ou gouvernement. Le tort consiste alors en la négation de l'existence ou la non-intégration d'un acteur, État, gouvernement ou représentant, dans une organisation ou dans une communauté, ce qui correspond dans le cas du déni à la négation de l'existence d'un acteur ou à sa non-acceptation comme représentant, État, gouvernement, chef. Ces formes de reconnaissance mentionnées peuvent nous guider dans notre travail de recherche. Tous les torts infligés ne génèrent pas les mêmes quêtes de reconnaissance.
Le type de quête de reconnaissance renseigne sur la forme de reconnaissance recherchée par l'acteur. Le travail de sélection pratiqué par les politiques envers le passé, mémoire officielle, ne tient pas compte uniquement de la définition identitaire négative, victimaire, mais aussi positive, orgueil, de manière à chercher la confirmation d'une identité, orgueil et de s'opposer à son déni, victimisation. Ainsi le déni porte autant sur la négation de l'identité que sur la négation des torts, et cela rejoint la thèse constructiviste qui postule que nous ne pouvons pas connaître les intérêts des acteurs sans connaître leur identité. C'est en fonction de cette dernière que les intérêts matériels et symboliques sont exprimés. C'est avec la perception de soi, d'autrui et du système international avec ses composantes que l'acteur exprime des préférences car les intérêts sont une représentation de ce que les États se font d'eux-mêmes et d'autrui, du système international, et de leur propre place ainsi que celle des autres au sein du système international. B. Définition de la coopération et de la réconciliation. La coopération comme la réconciliation représentent deux phénomènes et deux situations différentes. La coopération représente la convergence des intérêts et éventuellement leur ajustement. Elle est le contraire du conflit qui est la divergence des intérêts qui peut aller jusqu'à la confrontation symbolique, opposition, ou matérielle, déclaration de guerre. Concernant la réconciliation, bien qu'elle passe par le même processus que la coopération, elle n'est pas uniquement un ajustement des comportements des acteurs, naissant de divergences, amenant ainsi les États à concilier leurs intérêts, conciliation, mais elle exprime une situation caractérisée par l'oubli des querelles et la résolution des conflits liés au passé. Elle vise même à leur dépassement. Donc, nous dirons que nous sommes en processus de réconciliation quand les acteurs commencent à traiter les problèmes liés au passé pour les résoudre, ou quand le passé n'est nullement un problème, soit il est oublié soit il est mobilisé en faveur de la réconciliation. Nous avons utilisé le terme processus pour montrer que la réconciliation et la coopération ne se déroulent pas en une seule fois, mais elles renvoient plutôt à un jeu de multiples shoots, c'est-à-dire les acteurs auront la chance de jouer plusieurs fois au cours desquels ils peuvent rattraper ce qu'ils ont perdu, ou ce qu'ils ont concédé pour atteindre un intérêt ou un objectif plus éminent, que ce soit sur le moment ou dans le futur, de ce qu'ils perçoivent comme perspective. De ce fait, nous parlons plutôt d'une coopération et d'une réconciliation stable plutôt que définitive. Les engagements internationaux comme les traités de paix ou d'amitié sont généralement un bon signe de cette stabilité. Autrement dit, il sera difficile de revenir sur un traité. Ces engagements aussi présagent un signe de confiance et de crédibilité. Souvent les acteurs qui se trouvent en situation de conflit d'intérêts sont en situation de négociation tacite ou explicite. Lionel Bélanger, spécialiste des négociations et négociateur, affirme que les protagonistes n'auront recours à la négociation que si le conflit d'intérêts est activé au point de devenir un conflit social. En revanche, il voit que les protagonistes se trouvent devant un conflit d'intérêts lorsque tout protagoniste s'efforce de maximiser ses propres intérêts égoïstes, de telle manière que les conséquences des actions et des comportements soient bénéficiaires pour une partie mais dommageables pour l'autre. Ce qui nous renseigne sur le conflit d'intérêts, ce sont les préférences. Tant qu'on ne connaît pas les préférences d'un État, nous ne pouvons pas juger que tel ou tel acteur sont en conflit d'intérêts. De ce fait, la connaissance des préférences nous renseigne sur les intérêts des acteurs provenant de leurs préférences identitaires. La coopération comme la réconciliation dépend des choix des acteurs dans la mesure où la perception des intentions et des menaces ne se résume pas uniquement dans la peur d'autrui, sécurité stratégique, mais aussi elle est motivée par la vanité et la peur ontologique, sécurité ontologique. C'est d'ailleurs cette dernière qui détermine la première, car la constitution de la menace est avant tout intersubjective. Les États peuvent avoir une convergence identitaire, l'un voit l'autre comme extension de soi. La coopération devient alors une question de convergence identitaire, acquiescence ou divergence identitaire. La divergence implique soit la confrontation soit la coopération, qui est l'ajustement des comportements des acteurs en réponse à, ou en prévision des préférences des autres acteurs. Cependant, c'est l'interaction qui définit l'aboutissement ou non de ces préférences. S'intéresser donc à l'identité que véhiculent les acteurs,
c'est comprendre l'origine du conflit et comprendre pourquoi la coopération et la réconciliation sera plutôt une reconnaissance d'une image valorisée de soi, qu'une réponse à la perception d'entrelacement des intérêts matériels ou de la peur de la mort violente, survie. 3. Stratégie de vérification et méthode de collecte de données. A. Stratégie de vérification. Nous utilisons la méthode de la congruence, c'est-à-dire la démonstration de la corrélation de notre hypothèse avec la réalité, cherchant une éventuelle relation entre le déni de reconnaissance et un changement de la perception. Notre travail va au-delà, nous vérifierons l'impact de cette perception sur les décisions, mais aussi nous mesurons la juste valeur de notre hypothèse en la mettant en concurrence avec les autres hypothèses rivales, à savoir celles libérales, néo-marxistes et réalistes. En effet, la corrélation entre notre variable indépendante qui est la reconnaissance et deux autres variables dépendantes qui sont la coopération et réconciliation, ne suffit pas à elle seule pour s'assurer de la validité de notre hypothèse. C'est pourquoi nous mobilisons à côté de cette méthode de vérification, la congruence, une autre méthode. Il s'agit de la méthode de process tracing. Cette méthode tente d'identifier les chaînes de causes pouvant intervenir ou engendrer the outcome de variables dépendantes, et de prendre en compte d'autres voies qui pourront mener à ce résultat. Ainsi, nous pourrons suivre le processus en identifiant les autres éléments ou mécanismes qui peuvent affecter la perception des acteurs entre le stimulus. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.